Et alors, les patrons disaient, les juges, ils nous emmerdent. Donc ils ont exigé, à l'époque Michel Sapin, et puis maintenant Macron le fait, que ça ne passe plus par les juges des chambres sociaux. De façon générale, ils font ce que j'appelle la dépénalisation du droit du travail. Ça ne passe plus par les juges, ça va passer par une négociation avec les directs entre gens du monde, qui se fréquentent bien. Et donc, sur la LI, et puis la loi du 14 juin, avait dit, ça sera le direct qui homologuera les plans. Je vais vous faire une révélation, c'est que le 12 juillet 2013, ils ont réuni tous les directs de France, et l'ont donné comme consigne, on a retrouvé maintenant le document, 0 refus d'homologation des plans sociaux. Et alors, ils ont fait passer ça au tribunal administratif, puisque c'était une décision administrative, et on a eu une surprise tous, c'est que les tribunaux administratifs se sont mis à dire non au direct. C'est-à-dire qu'ils ont cassé des dizaines et des dizaines de plans sociaux que les directs avaient homologués. Alors Macron, il a été ressaisi par les patrons qui ont dit « ça va pas, on a évité les juges de la chambre sociale, et maintenant c'est les juges administratifs, ils nous font pire. » Alors Macron a fait un truc dans sa loi, dans un de ses articles, qui consiste à dire que quand un plan social sera cassé par le tribunal administratif, les salariés n'auront droit ni à être indemnisés, ni à être réintégrés. C'est ubu. Vous avez vos droits, on casse votre licenciement et vous n'avez rien. Pour être sûr que quand vous avez un motif pour être licencié, vous n'en tiriez pas avantage. C'est plus important que le dimanche. Parce que c'est la marche vers le licenciement facilité sans motif. C'est les droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est la Charte européenne des droits de l'homme de 1989. C'est la Convention de l'Organisation internationale numéro 158 de l'OIT. Parce que cette convention, elle dit, et ces droits de l'homme, ils disent, 1, quand vous êtes licencié, vous devez être averti. 2, informer des motifs. 3, en capacité de vous défendre. 4, avoir un recours. C'est les droits de l'homme, ça. Je dis ça parce que ça paraît pour des gens supérieurs, une référence, etc. Mais Macron s'assied dessus. Et le MEDEF va aller jusqu'au bout quand il dit le licenciement sans motif. Et l'attaque contre les prud'hommes, elle est précédée par quelque chose que je vais vous expliquer, c'est la remise en cause de l'article 20-64 du Code civil. C'est l'article qui dit que toute relation de travail est un contrat de travail et relève du Code du travail. Et en fait, ils enlèvent ça. Jusqu'à présent, vous me regardez avec interrogation. Et je vais vous donner des exemples. À Paris, il y a une bagarre entre les taxis G7 et une boîte multinationale qui s'appelle Uber Pro et qui fait les VTC, voitures, tourisme, chauffeurs. Et les VTC sont en train de manger la laine des taxis parce qu'ils sont évidemment moins chers et plus réactifs. Ce n'est pas des salariés. Mais il a rajouté une clause. C'est que quand vous êtes engagé dans la procédure participative, exemple tapis, c'est des commissions d'arbitrage qui vont remplacer les juges. Mais c'est pas pareil, une commission d'arbitrage et des juges. Les juges de la République, ils appliquent la loi. La commission d'arbitrage, elle magouille, plus l'autre. Donc vous passez un contrat de gré à gré avec le patron, il n'est pas de droit du travail, vous êtes en conflit, vous n'allez pas au prud'homme, et vous vous engagez dans un processus où il n'y a pas de retour pour revenir au droit du travail. Alors vous commencez à me suivre, c'est pas seulement le VTC, les femmes de ménage, les nettoyeurs, et les profs qui font répéter les devoirs le soir. Puis vous aurez des extensions. Parce que par exemple, quand il y avait eu l'ANI, ils avaient voulu un plancher pour je dis toujours les femmes à temps partiel, parce que 3 700 000 temps partiel, c'est 85% de femmes et 80% de gens non qualifiés. Et donc je dis toujours elles, quand je parle du temps partiel. Bon, et bien ils avaient dit, pour les femmes à temps partiel, elles auront un plancher à 24 heures. Ils n'ont jamais respecté le plancher. Il y avait 6 dérogations. La première dérogation, c'était pour celles qui avaient 2 boulots, pour pas qu'elles fassent plus de 35. C'est pour celles qui avaient 3 boulots, donc elles pouvaient faire 3 boulots, 4 boulots, de 2 heures ou 3 heures. La 4e, c'était pour les moins de 26 ans. La 4e, plutôt, c'était pour les particuliers. Et ensuite, vous aviez pour les grandes branches qui ont usage de faire du temps partiel, la grande distribution, le nettoyage, etc., vous aviez la possibilité de négocier en dessous de 24 heures. Puis vous aviez une 6e dérogation. 6e dérogation, c'était la femme elle-même qui demandait librement de ne pas faire 24 heures à l'embauche. Là, vous imaginez le dialogue entre le patron et la femme en question. Madame, je vous prendrai bien, mais la loi m'oblige à faire 24 heures. Alors je ne peux pas. Mais si vous me faites une lettre où vous me demandez de faire 10 heures, je peux vous prendre parce que c'est vous qui me le demandez. Et ce système-là,
C'est exactement le système qui est dérogatoire à l'ordre public social, au Code du travail. C'est-à-dire où individuellement vous rompez à quelque chose de collectif, un droit collectif, une convention collective, et où vous êtes dans une négociation individuelle avec le patron, et le patron, il peut ensuite, je vous le dis tout de suite, vous prendre en dessous du SMIC. Je vous prendrai bien au SMIC, mais je ne peux pas, ma boîte est en difficulté. Mais si nous pensons en contrat de gré à gré, article 2064 modifié du Code civil, et que vous acceptez que je vous donne moins que le SMIC, c'est un engagement entre vous et moi. Mon copain Bozit, je trouve qu'il exagère, il dit que c'est le retour à la loi Le Chapelier. Alors pour ceux qui connaissent bien historiquement, elle date de la mauvaise période de la Révolution française, où elle interdisait toutes les formes d'organisation des salariés, tous les syndicats, et où c'était justement l'impossibilité de se coaliser pour défendre un droit. Et que là, c'est le retour à la non-coalisation, c'est-à-dire au non-syndicalisme, au non-droit collectif, aux rapports individuels. Et l'idée qu'a le MEDEF, c'est de faire refluer le salariat. Parce que c'est trop dangereux, les salariés. Ils sont trop forts. Le code du travail est devenu trop important. Vous vous rendez compte, 93% des actifs dépendent d'un code. Alors il faut qu'ils attaquent le code. C'est pour ça que vous avez peut-être vu cette émission où il y a Bayrou, qui a des paroles et des actes qui sortent de sa serviette, le code du travail, puis qui dit regardez-moi ça, ça empêche de travailler. Puis qui sort un petit truc, puis qui dit ça c'est le code du travail suisse, c'est bien mieux. Les lois, les seules lois dans le code du travail, c'est 675 pages. Ça n'est pas 3990 pages de l'édition Dalloz. Dans l'édition Dalloz, il y a 3300 pages de commentaires des lois, des arrêtés, des décrets, des jurisprudences, des glossaires, des sommaires. 3300 pages et 675 pages de lois. Quand il parle de la Suisse, il parle du texte sur la paix du travail, qui est le seul texte commun, qui est une déclaration générale à l'ensemble des cantons suisses, mais à l'intérieur de chaque canton suisse, il y a des codes du travail plus gros que le nôtre. Et je vous signale qu'aux États-Unis, il n'y a pas de code du travail. Parce que tout relève du droit civil, de gré à gré. Comme ça qu'on vous vire, puisque j'ai expliqué tout à l'heure. Mais vous savez combien il fait le code civil qui inclut toutes les jurisprudences? 36 000 pages. Vous avez, comment il s'appelle là Larcher, le président du Sénat, il a dit il y en a assez de ces ayatollahs de la Cour de cassation qui donnent des interprétations salafistes du droit du travail. Il y a le ministre Jean-Marie Le Gany, il a dit le code du travail est répulsif pour l'emploi. J'invente rien, hein. J'en connais 10 des formules comme ça. Parizeau, elle a dit la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Et elle a dit le licenciement, c'est pas le bon terme, il faudrait dire la séparabilité. Elle a dit c'est comme un divorce. Ah mais c'est toujours le même qui garde les meubles. Bon. Et donc là vous avez toute une série d'attaques contre le principe même d'un code du travail, qui dans notre pays date de 1910. L'inspection du travail date de 1892. Alors on est trop gros. Mais vous savez comme moi qu'au prud'homme, il y a 10 articles qui servent. Pas plus. La naissance du contrat, la gestion du contrat, la rupture du contrat, les heures supplémentaires, les institutions représentatives du personnel, la protection des élus, puis c'est tout. Et donc, on me dit, oui, bah pourquoi il est quand même si gros, 675 pages? Parce qu'on a quand même 18 millions de salariés. Au début, il y en avait 3 millions, maintenant il y en a 18 millions. Puis les métiers sont diversifiés. Dans un hôpital, vous avez 271 métiers. Bah, il faut bien rentrer dans les catégories, les chaussures de sécurité, si on ne dit pas comment elles sont, jamais il y a un patron qui vous les fournit. Hein. Donc il faut bien se battre pour ça. Et donc la vérité, c'est qu'un code du travail, c'est indispensable, c'est la vie. Le code, c'est intime, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est pas de la loi, il s'asseye dessus, il n'est pas respecté. » C'est vrai, mais c'est pas une raison. Parce que la loi, on peut s'en revendiquer. Quand il y a une loi, on peut au moins essayer de la faire appliquer. Il ne suffit pas de dire « je lutte », si vous n'avez pas une référence aux lois pour vous appuyer dessus. Et donc, le code, c'est fait d'un siècle de lutte. C'est fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Chaque alinéa compte. Même quand il est violé, même quand on ne vous respecte pas. L'affaire de la protection face au licenciement, c'est une question de dignité. Le code du travail, c'est la dignité, c'est le degré de civilisation le plus élevé. Quand vous voulez juger une civilisation, jugez le code du travail. Parce que pour eux, c'est le code le plus dénigré. C'est le code le plus fraudé. C'est le code le plus méprisé.
C'est le code le moins enseigné. Ils veulent faire sauter les CHSCT. Et vous savez comme moi qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur 1 200 000 entreprises, il y a 22 000 CHSCT en France. 22 000. Si on avait eu un qui avait bien fonctionné à AZF, avec des salariés indépendants, formés, on n'aurait peut-être pas eu l'accident d'AZF. Parce que moi, je crois toujours que c'est ceux dont la peau est en jeu qui la défendent le mieux. Ce n'est pas l'expert qui passe. Ce n'est pas l'inspecteur du travail qui passe. C'est le salarié motivé, concerné, formé, et qui est indépendant, c'est-à-dire qui a le droit de dire non, non, retrait, alerte, danger. Et ça, on ne peut pas le faire. Le CHSCT avait l'avantage d'être cette instance où il y avait l'inspecteur du travail, le médecin du travail et le représentant de la CRAM. Donc un regard, et un seul conseil d'entreprise, parce que les seuils sociaux, ça gêne pour embaucher. Ça, c'est des conneries, vous le savez tous. D'abord, moi, je pars toujours du point de vue que plus les salariés sont représentés, plus ils ont les possibilités d'expression, mieux ça marche. Eux, ils disent, plus ils ont droit à la parole, moins ça marche. Vous savez que les entreprises doivent avoir des délégués du personnel à partir de 11, il y a 80% qui n'en ont pas. Et avoir des CE à partir de 50, il y en a la moitié qui n'ont pas de CE. Et parmi celles qui en ont, beaucoup de CE sont bidons. Des faux CE. Donc on arrive à une situation, merci, c'est sympa. Donc on arrive à une situation où en vérité, ce n'est pas le problème des institutions représentatives du personnel. Mais ils vont les remettre en cause, parce que dans la loi Macron, il n'y a pas seulement 106 articles, il y a 200 sous-titres. Et dans les 200 sous-titres, vous avez 19 ordonnances. Les ordonnances, c'est ce qu'ils feront après, en échappant au contrôle du Parlement. Donc, ils espèrent passer par-dessus la résistance qu'il y a au Parlement, parce que Valls et Macron sont minoritaires au Parlement, et donc ils essaient déjà de contourner pour faire la suite contre les CHSCT et les seuils sociaux. Alors, ils ont fait un truc aussi, ils ont mis fin au délit d'entrave. Le délit d'entrave, vous savez ce que c'est? C'est le patron qui ment à son comité d'entreprise. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à Molex, vous avez entendu parler de cette lutte, où il y avait deux patrons qui étaient américains, et ils ont menti au comité d'entreprise. Les syndicats, notre syndicat est allé au tribunal, et ils ont été condamnés à 2 fois, tous les deux, à 6 mois de prison avec sursis. Alors François Hollande a réuni des patrons étrangers, notamment anglo-saxons, le 16 octobre dernier, dans ce qu'il appelle un cercle de l'attractivité de notre pays, pour les rassurer, en disant que dorénavant, il n'y aurait plus de peine de prison quand on violerait le droit des comités d'entreprise. Alors, je ne sais pas si ça les a rassurés. Alors, il y a quand même quelqu'un qui a dit, mais alors s'il n'y a plus de peine de prison, ils n'ont plus aucune raison de ne pas violer le droit du comité d'entreprise. Alors, il y a Rebsamen qui s'est présenté, on va augmenter l'amende. Ils sont plongés sur l'amende. Elle était de 3 250 €. Alors, il la double dans la loi Macron, 7 000 €. Vous pensez si ça va faire peur aux actionnaires américains, 7 000 € à payer de ce point de vue. De toute façon, jamais un patron n'a été condamné réellement à la prison pour ça. Avec sursis parfois. Le dernier patron qui a été sorti avec des mottes dans les mains, comme ça, c'était en 1973, c'était le juge de Charette pour une faute inexcusable après des accidents mortels qui avaient eu lieu, je crois que c'était dans Lorraine ou en Moselle ou quelque chose comme ça. Et jamais ça n'est arrivé depuis. Mais moi je suis pour que quand il y a un cas que tu connais? Il y en a deux, c'était l'affaire Planche à Vichy. Et on a eu un patron Marangy qui n'a pas organisé les élections de CE de façon récidiviste et qui a été condamné à 1 mois de prison. Donc il a dû faire les soirs. Et tu me devances parce que j'allais dire que moi je veux qu'il y ait des peines de prison. La délinquance patronale doit être stoppée. C'est une des catégories sociales de notre pays où la délinquance est le plus important. Une fois j'étais en Bretagne, j'avais dit un patron sur 2 est un délinquant. Alors le journal du coin, c'était celui de Yves Rocher, en plus du côté dans le Morbihan, il avait dit Filoche dénonce la délinquance patronale, tous les patrons sont délinquants. J'arrive à Paris, le FP me dit, vous avez dit vraiment qu'un patron sur 2 était un délinquant? Je dis oui, je me suis trompé, c'est plus d'1 sur 2. Mais oui, parce que le non-paiement des heures supplémentaires est un délit. Ça n'est pas quelque chose de contraventionnel, c'est une infraction, mais délictuelle. Et donc, bien entendu. Et donc, en vérité, 9 plaintes sur 10 à l'inspection du travail, c'est pour des heures supplémentaires non payées. Donc, en vérité, le délit, il est le plus flagrant possible. Voilà. Et c'est une situation dans le vive l'entreprise qu'on nous dit aujourd'hui. C'est une situation qui vise à gommer le délit. Donc, à permettre le délit. Et alors, d'autant plus que maintenant, non seulement ils sont revalorisés, les patrons, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus le droit pénal. Par exemple, pour le travail clandestin, dissimulé, je préfère toujours cette expression, il n'y a plus c'est plus des sanctions ni des peines de prison non plus. Parce que ça va être comme ça.
il y aura d'abord un avertissement suite au contrôle de l'inspecteur. Puis ensuite, après, il y aura un rendez-vous avec le direct. Et on le mettra en garde. Et s'il insiste, il y aura une possibilité de le fermer jusqu'à un mois maximum. Et après, on vérifiera qu'il applique bien. Et s'il applique bien, on pourra lever éventuellement toutes les sanctions et il n'aura pas d'amende. C'est le plaidé coupable qui remplace le droit pénal. Et l'inspecteur du travail sera dépossédé. Parce que l'inspecteur du travail, il va perdre son indépendance, le caractère géographique de son action et le caractère généraliste de celle-ci. C'est dans la loi Macron. Hein. Parce que l'indépendance, moi quand je suis arrivé dans les services comme inspecteur du travail il y a 35 ans, j'étais tombé sur une directrice parisienne, démocrate chrétienne, qui m'avait reçu. Elle m'a dit, monsieur Filoche, vous êtes inspecteur, je vais vous dire quelque chose, vous êtes indépendant. C'est vous qui êtes maître de vos contrôles, je ne veux pas en entendre parler. Et vous avez intérêt à ce que j'en entende pas parler. Parce que si le patron, il pense que c'est pas vous qui décidez de l'observation, de la mise en demeure ou du procès verbal, il vous écoutera pas. Si le patron, il pense que vous n'êtes pas indépendant, quand vous serez sorti de l'entreprise, il va m'appeler pour que je passe par-dessus vous, que je corrige ce que vous faites et que j'empêche votre procès verbal. On est indépendant, mais pas neutre. On est là pour faire appliquer le droit du travail au patron, qui est assujetti au code du travail. C'est pas aux salariés. Moi, quand je voyais quelqu'un qui n'avait pas de chaussures de sécurité dans un chantier, je lui disais rien. J'allais voir le chef de chantier, je lui disais, il n'a pas de chaussures de sécurité. Et à chaque fois, je connaissais la réponse. Ah bon? Il n'en a pas? Ou alors, il les a pas mises? Ou alors, je lui avais dit de les mettre. C'est pareil pour les heures supplémentaires. Je le racontais 1000 fois. Je rentrais dans une banque le soir. Pour rentrer dans une banque, je montrais. Enfin, je photocopiais exactement ma carte de service qui disait « Quiconque fait obstacle à un inspecteur du travail risque de 2 000 € à 200 000 € d'amende et de 2 mois de prison à 2 ans de prison. » Je passais sous la porte, on m'ouvrait. Je voyais des cadres qui travaillaient pour la 11e heure ou la 12e heure de la journée. Puis il y en avait qui disaient « Mais c'est ma liberté de travailler 12 heures. » Non, vous n'avez pas le droit de travailler plus de 10 heures. Mais c'est comme ça qu'on casse la France. Pas plus de 10 heures. Mais j'aime mon travail. Pas plus de 10 heures. Et puis comme ils avaient travaillé 11 heures ou 12 heures, j'allais voir le patron. Et puis je disais, il travaille 12 heures aujourd'hui. Je viens de le constater. Et le patron disait, ah bon, je savais pas. Ou alors, il s'organise mal. Ou alors, mais il n'a pas la note de son chef de service pour faire des heures supplémentaires. Il faut d'abord avoir un accord du chef de service. Et moi, à chaque fois, je disais, mais je m'en fous, je viens de constater, c'est vous qui êtes responsable, il est votre subordonné, je vais vous mettre le procès verbal pour vous envoyer en correctionnel, parce que c'est un délit, et j'espère que le juge vous mettra des amendes, multipliées par le nombre de salariés que j'ai constatés en infraction, et multipliées par le nombre d'infractions elles-mêmes, et j'espère que l'amende sera le plus fort possible, pour que après, vous ne laissiez plus les gens travailler plus de 10 heures par jour. C'est ça le mécanisme. Ça, c'est ce qui détruise. Prud'homme, inspection, je vais vous rajouter la médecine du travail. Alors, c'est pas totalement dans les articles Macron, ne le cherchez pas, c'est dans ce que Mandon va faire en termes de simplification, qui va soit passer par ordonnance, soit dans les compléments de la loi Macron, c'est que vous irez voir un médecin du travail, c'est fini, vous pouvez aller tous les 4 ans voir votre généraliste, ça remplace. Alors, c'est la mort de la médecine du travail comme prévention, hein, parce que moi je m'étais engueulé, je me rappelle, tout à fait à la fin avec une pharmacienne, elle avait 6 salariés, 6 femmes. Elle se battait, elle ne respectait pas les horaires, elle n'était pas un centre de médecine du travail, elle ne voulait pas payer, elle dit ça ne sert à rien, puis menacée, puis une amende, et alors finit par faire, et les 6 femmes y sont allées, une des 6 femmes, la toubib du travail, elle a décelé un cancer du sein au tout début, qu'on pouvait soigner, attends. Alors je suis allé revoir la femme, j'ai dit ça ne sert à rien la médecine du travail, la prévention ça ne sert à rien. Vous comprenez ce qu'il y a. Alors après, vous avez les autocars. Je vais finir parce que c'est des trucs, ils sont scandaleux mais rigolos, quoi. L'autocar, qu'est-ce que c'est le principe de l'autocar? On va mettre des autocars pour remplacer les lignes de TER. L'autocar, on sait que ça pue, ça tue et ça pollue. Ça fait des années qu'on se bat pour que le fret et le rail remplacent le tout autoroute. Eh ben non, on est reparti. Et alors, dans la loi Macron, ils ont décidé qu'il y aurait une voie rapide express pour aller de Paris, gare de l'Est, à Roissy. Parce que ça ne va pas assez vite pour les gens qui vont prendre l'avion. Vous comprenez? Et à Mitry-Mory, c'est là où les trains ont 50 ans d'âge. C'est encore des vieux trains gris des années 50. Ils sont des accidents tout le temps, ils sont en panne tout le temps, les gens rouspètent tout le temps, ils sont jamais à l'heure. Et ils vont voir passer le rapide avec Macron dedans.
Gare de l'Est, Roissy, ça va passer chez eux. Ils vont le voir. Et les gens sont déjà mobilisés contre la ligne Macron. Les handicapés, ça vous a échappé quand on mettait en cause la place des handicapés dans les entreprises, dans la loi Macron? C'est-à-dire qu'il y avait une taxe, elle était à payer si on ne vous prenait pas d'handicapés. Ils la baissent. Et deuxièmement, ils vous permettent maintenant de prendre des handicapés auto-entrepreneurs. Ou de verser une partie de la taxe à des entreprises d'insertion. Et c'est le handicapé, il travaillera chez lui, ou il travaillera dans la maison d'insertion, il n'encombrera pas l'entreprise, la taxe sera beaucoup plus basse, et l'employeur se sera acquitté de ses obligations envers les handicapés. Sur les associations de handicapés, je serais déjà en train de manifester. Il y a un chapitre sur les retraites chapeau. Vous savez, les gars qui partent avec 300 SMIC ou 200 millions. Alors, il y avait un problème de réglementation. Ils ne réglementent pas, ils prennent la position du MEDEF. Ça doit être éthique. C'est moral. Donc, il ne faut pas partir avec trop. Alors, il y a la vente des aéroports, parce qu'il y a des privatisations jusqu'à 10 milliards dans la loi Macron. Pas seulement les aéroports de Nice, de Lyon et de Toulouse. L'armement va être privatisé en France. Attendez, ça touche un secteur, c'est des dizaines de milliers de salariés qui vont voir leur statut changer. Ça va être mêlé avec des entreprises allemandes, etc. Je ne suis pas un défenseur d'armement français, de machin, etc. Mais les conséquences, ça passe comme une lettre à la poste dans 106 articles du projet Macron. Ça va jouer sur plusieurs milliards de ventes, de produits, voilà. Les gares, il n'y aura pas que les aéroports. Parce que quand ils décident que c'est le ministre qui décidera de l'ouverture des gares, vous avez un gars qui se bat comme il est soutenu par EFIA pour reprendre toutes les gares, c'est Hervé Mariton. C'est-à-dire que vous changez de société lentement. Cette loi n'est pas inodore, elle n'est pas sans saveur, elle ne mérite pas de passer comme une lettre à la poste le mois prochain, elle mérite 3 ou 4 millions de personnes dans la rue. Après, ah oui, le travail des enfants. Là, vous n'allez même pas me croire. Et il y a un truc, blague internet qui s'appelle le Garofi, qui a dit, ah bah le prochain truc c'est le travail des enfants en France. Il ne croyait pas si bien dire. Vous savez comme moi que Villepin a permis l'apprentissage à 14 ans au lieu de 16 ans. Vous savez qu'à partir de 15 ans, on peut aller travailler le dimanche et de nuit, pour un môme de 15 ans. Et dans la restauration, c'est avec des baffes. Hein, bon. Et il y avait des protections, c'est-à-dire des interdits. On ne peut pas monter sur une échelle, on ne peut pas utiliser une machine dangereuse. On doit préalablement prévenir l'inspecteur du travail avant de prendre le jeune. Il y avait des contrôles a priori. Ben maintenant, c'est fini. C'est des contrôles a posteriori. Et au lieu des interdits, c'est des dérogations. Sur les loyers, ça sera de la vente à la découpe. Vous aurez la fin de l'information des comités d'entreprise dans les banques de données uniques. Ça, c'est déjà en route. Vous aurez des actions gratuites données aux collaborateurs des employeurs qui ainsi ne paieront pas de fiscalité sur des parties salariales qui leur reviendront après en forme. Vous avez de l'épargne salariale. Alors ça, je sais que tout le monde s'ennuie quand on parle d'épargne salariale, parce que d'abord il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a, moi j'appelle ça un salaire versé avec une élastique. C'est-à-dire le patron vous donne l'argent, pouf, ça revient dans sa poche. Je l'épargne pour toi. C'est moi qui l'épargne pour toi. Je t'ai donné de l'épargne. Et sur l'épargne, il n'y a pas de cotisation sociale. Et puis s'il fait faillite, ben, il y aura que sa résidence principale qui sera sauvegardée, pas votre épargne. Hein? Il a dit que ceux qui s'opposaient à sa loi, Macron, c'était un foyer infectieux. Je suis un foyer infectieux. Nous aussi. Ben, ça fait une bonne conclusion. Merci de votre attention.